Et c'est parti pour la revue des défis numéro je ne sais combien. En tout cas, c'était les défis d'il y a 8 jours, d'il y a 2 semaines peut-être. C'était les footers, donc je rattrape mon retard. Ensuite, je ferai la revue des défis des input type range. Et le défi de cette semaine, c'est sur React. Il faut faire une création avec un formulaire avec les données donc qu'on va utiliser côté front. Donc je vous invite à aller sur le Discord si vous voulez faire ce genre de défi. Donc là c'était créer un footer directement. Ça peut paraître simple créer un footer, mais souvent les footers sont des dispositions assez complexes où on va avoir besoin de placer plusieurs listes, plusieurs éléments, plusieurs images. Il y en a qui placent également même des petites intégrations de Google Maps, des formulaires. Bref, on peut faire plein de choses dans un footer. Donc on peut en faire des très simples où on met juste copyright, juste ça par exemple. Donc oui, évidemment, c'est assez simple. Mais sinon, quand ça devient complexe, comme ça, c'est tout de suite intéressant et il faut savoir le faire. Donc ici, on a Crowlette qui nous a fait ce défi encore une fois. Alors une des choses qu'il fallait faire, c'est tout le temps mettre le footer en bas de la page. Il fallait tout le temps le mettre en bas de la page parce que imaginons qu'on ait un site avec du contenu dynamique, avec un blog, ce genre de choses. Donc on clique sur un article de blog, à chaque fois le contenu va être différent suivant les articles. Il faut tout le temps que le footer soit en bas, d'accord? Il faut pas que d'un coup il monte parce qu'il y a plus de contenu ou parce on a fait une erreur 404 ou ce genre de choses. Donc ce que je voulais vous faire ici, c'était d'aller rechercher un petit peu footer bottom CSS, et je crois qu'il y a un bon article de CSS Tricks, Sticky Footer 5 Ways, et là il va vous expliquer, Chris Coyer, comment faire pour coller votre footer tout le temps en bottom de 5 manières différentes, donc avec des marges négatives, avec Flexbox, avec CSS Grid, avec des positions du calque, etc., de la calculation. Ok, donc allez sur cet article, franchement il est super intéressant et ça fait partie des choses que vous devez savoir faire. Donc sinon vraiment son défi est assez sympa. Ici on peut imaginer que on utilise Flexbox ou CSS Grid pour faire ces différentes listes les unes à la suite des autres, et puis quand on va réduire, on va faire une seule et grande colonne par exemple. Ensuite il a mis des icônes de médias sociaux, là aussi on le voit souvent, tout droit réservé ou copyright également pour accéder aux mentions légales ou ce genre de choses, et donc voilà directement. On aurait peut-être pu aligner les petites icônes ici avec les listes en les mettant en haut, ce genre de choses également. Donc d'abord, allons voir le code et testons aussi le responsive. Donc on descend, et vous voyez que ça réduit avec. Ma foi, c'est très bien. Là, ici, moi j'aurais plus fait une seule colonne avec toutes les listes les unes au-dessus des autres. Et puis voilà, basta, comme ça on n'aurait plus à s'en occuper jusqu'aux petits écrans. Parce qu'ici en fait le fait de mettre ensuite il a passé de colonnes à ranger ces listes en fait, ça va créer des écarts comme ça, et ça fait peut-être un peu bizarre. Suivant les écritures ici ça va faire des écarts différents, et donc ça peut faire un peu bizarre. Ou alors tout le temps mettre la même taille, mais à ce moment-là vu qu'il y a des différents textes, voilà. Mais sinon c'est quand même bien fait et c'est quand même efficace. Donc ici on voit qu'il a utilisé des icônes. Alors Ion Icon. Alors on peut aller dans Settings et on peut voir que dans HTML Stuff for Head ici il a rajouté Ionic Icons. Donc en fait c'est un site qui va proposer Ionic Icons. The Premium Icon, donc voilà, c'est des icônes comme ça qui sont proposées directement, et donc c'est ce qu'il utilise. Vous pouvez le faire, hein, c'est complètement sympa de faire ça avec CodePen. Donc vous rajoutez tout ce qu'il y a dans le head, vous pouvez le rajouter ici, mais également vous pouvez rajouter des préprocesseurs CSS, des librairies et des frameworks Bootstrap, etc. Et aussi en JavaScript, vous pouvez tout rajouter, de jQuery en passant par React, Angular, Vue, GreenSock, etc. Voilà, donc vous pouvez faire tout ça. Donc ici c'est assez bien présenté, il a utilisé le tag footer, c'est très bien. Ensuite les petites icônes qui y a en dessous, donc voilà, il faut rajouter des names pour pouvoir les utiliser. Image, assistance, différents liens, etc. Voilà, pour toutes nos listes qu'on peut avoir juste ici. Ma foi, c'est très bien. Et puis ensuite, on a nos différentes icônes qui sont juste là. Donc, voyons voir un peu ce qu'il a fait juste là. Il a utilisé alors ça s'appelle soit des custom properties, propriétés personnalisées, soit des variables CSS. Vous choisissez, c'est la même chose. Donc, c'est ce qu'il a fait juste ici. Ensuite, vous pouvez le réutiliser dans votre code. Il a également un reset CSS où il a remis des valeurs à 0 parce que de base, en HTML, CSS, il y a beaucoup de valeurs de base qui existent comme des marges, des paddings et pas mal de petites choses. Et donc ici, il a vraiment fait un bon reset global comme ça. Voilà, ensuite il s'est occupé de tout ça. Ici, vous pouvez par exemple faire clic droit inspecter sur un élément. Vous allez avoir Elements qui va sortir ici. Vous pouvez le undock encore une fois juste là. Et Chrome a fait des efforts avec Flexbox et CSS Grid. Maintenant, dès que ça utilise Flex ou Grid, vous voyez que vous avez Flex qui est écrit juste ici. Et donc regardez. Alors moi, je vais me le mettre à côté, mais du coup, j'ai
j'ai la caméra qui filme. Ici, si vous cliquez sur Flexbox, par exemple, sur les différents éléments, tac, je clique sur Flex, et il y a une petite surbrillance ici orange qui nous montre les différents éléments et l'écart entre les éléments, donc ça peut être sympa. Et en dessous aussi, c'est pareil, voilà, là j'ai cliqué. Alors pour le coup, ça me fait du jaune sur du gris, comme ça se voit pas trop, mais du coup, vous pouvez comme ça juste passer au-dessus, et vous allez voir les différents éléments. Donc on voit bien qu'il a utilisé Flexbox. Ici, il a donné par contre une largeur à tous les éléments. Il a donné 15%, je crois. Ce qui fait que quand ça réduit, il y a également l'espace entre les éléments qui va se réduire. On aurait peut-être pu tout simplement donner, par exemple, toujours 15% ou 20%. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc 20% à tous, avec du padding à l'intérieur des éléments, à l'intérieur des listes. Et ça nous aurait pas fait ces petits espaces qu'il y a entre les éléments là, qui se réduit, tout se réduit en même temps. Juste comme ça, il y aurait juste eu des éléments qui se réduisent en même temps, parce que l'espace entre les éléments, là, on n'en a pas forcément besoin, on peut faire ça avec du padding, par exemple, voilà. Très bien, ensuite il a utilisé Row Gap, ça peut être pas mal, Box Shadow, etc., donc assez sympa. Il a utilisé la notation BEM également, qu'on a juste ici, donc Block Elements Modifier. C'est une manière de décrire ces classes en CSS, avec le bloc, par exemple footer qui est juste ici. Ensuite, les éléments, footer pictures, séparés par des, à chaque fois, des underscores, donc footer c'est le bloc, ensuite, block element, oui. Footer, c'est le bloc, ensuite on a les éléments, donc footer pictures, footer content, etc. Et ensuite, normalement, c'est les modifiers qu'on a en dessous. Les modifiers, c'est ce qui sert à changer la taille, la couleur, le padding, les marges, enfin ce genre de choses. Donc ici, c'est pas forcément bien utilisé dans les règles de l'art de BEM, j'ai envie de dire, parce que c'est pas des modifiers, ce sont juste des enfants, en fait, qui sont imbriqués. Donc j'avais lu un article dessus, comme quoi... Encore une fois, bon, après, vous faites à votre sauce, c'est pas forcément grave, mais vous pouvez juste continuer à mettre des éléments, en fait. C'est-à-dire footer, logo, ici, vous continuez à mettre des underscores partout, et puis on garde juste les modifiers, donc les tirets comme ça pour les modifiers, ok? Sinon, c'est très bien comme ça, quand même. Donc, c'est la notation BEM, comme ça. Allez, on passe à la suite, on passe au défi de Hugo RBH, comme ça. Donc, il a fait, ici, vous voyez que c'est très bien, parce que le footer est en bas, il est bien stické, il est bien collé en bas directement, et ça reste en bas avec le contenu qui est au milieu, et donc ça c'est pas mal. Donc on va voir s'il l'a fait correctement, et on va tester le responsive direct. J'aime bien l'ambiance du site, noir et blanc, comme ça, avec un petit background sympathique, et donc on réduit, et hop, à un moment comme ça, il passe en mode colonne, donc c'est pas mal du tout. J'aurais peut-être mis tous les éléments qui sont alignés à gauche, au lieu de les mettre au milieu. Ça dépend, mais ça peut créer une sorte de cohérence, un petit peu, une meilleure cohérence peut-être, mais sinon c'est très bien comme ça de passer rangée colonne. Donc est-ce que j'étais à 100% ou pas? J'étais à 110%, donc hop, vous voyez, tac, tac, comme ça. Ok, nickel. Donc c'est pas mal du tout. Est-ce qu'il a utilisé des settings ici? Tailwind CSS. Ah oui, il a utilisé Tailwind. Donc c'est un pas un préprocesseur. Je m'embrouille. Un framework CSS. Et donc ici, vous voyez que vu la tête de ces class name ici, de ces noms de classe, wfull, p5, textjustify, flexcall, flexgrow, etc. Ça sent le framework CSS, et donc c'est ce qu'il a fait juste ici. Donc il a directement pris le CSS de Tailwind, et ensuite il a utilisé juste ici. Et donc, ce qu'il a fait pour mettre le footer tout le temps en bas, c'est dans le main, ici, il utilise Flexbox, et ensuite, la section de contenu, il lui a fait prendre FlexGrow, donc j'imagine que c'est la section qui est au milieu juste ici, ce qui fait qu'elle grandit, et on a le header qui reste en haut, le footer qui reste en bas, parfait, ça fonctionne, c'est nickel, et voilà, donc c'est nickel comme ça. Très bien, donc on a le footer, et puis on a tout une utilisation de Tailwind. J'ai fait un cours dessus si vous voulez aller le suivre. C'est un framework CSS qui est à la mode, qui est en train de monter. Alors, pas forcément dans l'utilisation qu'il a faite juste ici, même si c'est très bien d'utiliser comme ça en prenant juste le fichier CSS. Ce qui plaît avec Tailwind, c'est qu'on peut justement faire du tree shaking, on peut enlever en CSS les classes qu'on n'utilise pas, on peut faire pas mal de petites configurations également, c'est ça qui change un petit peu d'avec Bootstrap par exemple ou ce genre de choses. Voilà. Mais c'est très bien comme ça également si on veut juste utiliser le système de grille et les classes utilitaires de Tailwind. Très bien, donc bravo à Hugo RBH, c'est super, c'est responsive, c'est nickel. Ensuite, on a Evart ici qui nous a fait un footer, comme ça, directement, parfait. Donc pour une salle de sport apparemment, donc on a nous contacté juste ici, différentes listes juste là, ok, nickel, tout droit réservé, ok. Et ensuite on peut voir un peu le côté responsive, donc on descend. Et alors ici, vous voyez que ça reste centré. Là, il faut essayer de le mettre à gauche, par exemple. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, on peut pas le faire en pure Flexbox, d'avoir une liste comme ça avec les éléments qui passent à la suite avec FlexWrap, certes, mais qui restent à gauche après.
Donc je sais comment le faire avec CSS Grid, mais si je dis pas de bêtises, ça fait partie des différences entre Grid et Flexbox. Parce que là, si ça passe à la suite, c'est plus logique, je trouve, que d'avoir une liste qui est au milieu, même si c'est pour, bon, pas trop d'espace, hein, ça va. Mais à un moment, voilà, on se dit, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ça qu'il faut regarder? Est-ce que ça fait partie du même ensemble? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok? Mais sinon, après, hop, ça passe en colonne et c'est nickel, ça fonctionne très bien comme ça. Alors ensuite, voyons voir un peu ce qui se passe du côté du code. Alors rapidement, l'HTML. Alors oui, alors il n'y a pas besoin de mettre le head comme ça. Tu peux mettre directement tout dans le settings si tu veux utiliser des font family par exemple, ce genre de choses. Et ensuite donc on a un footer, très bien, footer haut, et puis on a les différentes informations du footer, donc ça voilà, rien à dire sur ça, très bien. On a un petit reset ici, le footer, et patatras ici. Aïe aïe aïe. Et oui, on pense tous à ça dès le départ, on se dit tiens, bon ben j'ai envie qu'il reste en bas, mon footer, je vais lui mettre position absolute, bottom 0, basta, c'est terminé, les doigts de pied en éventail. Mais non, parce que là, si imaginons on a du contenu ici, eh bien, à un moment, s'il arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va passer en dessous, en fait, le contenu. Parce que la position absolue est au-dessus du contenu. Donc, ça va passer en dessous, en fait, ça va cacher le contenu ici. Donc, il faut utiliser une des 5 techniques de la mort avec les footers juste ici, ok? Donc voilà, il faut éviter de faire ce genre de choses, même si ça évidemment, on pense tous à ça dès le départ, on se dit, bon, ben, je vais mettre absolute, et puis basta, ce sera fait comme ça. Voilà, donc sinon, il a utilisé Flexbox ou Grid, voyons voir, hop, on fait un petit clic droit des familles. Tac. Ah, il a pas utilisé Flexbox du tout? Ça m'étonnerait. Il a utilisé Flexbox, mais apparemment Chrome n'est pas d'accord. Chrome n'est pas d'accord et il lui dit que il est pas d'accord. Ok, bon, pourquoi pas. Vous pouvez aussi cliquer ici si vous voulez voir tout ce qui est FlexWrap et compagnie. Tout ce qui est utilisé. Ok, donc oui, il utilise bien Flexbox juste ici. Je sais pas pourquoi Chrome n'est pas content. Et un petit peu de Media Query. Très bien. Allez, on passe à la suite. Ici, j'ai beaucoup aimé Maxiu, qui nous a fait un joli site ici. Enfin, une jolie page comme ça. Ça me fait penser un peu à Total Annihilation, c'était un vieux jeu auquel je jouais quand j'étais très petit, sur Windows 95, avec les boîtes en carton là, qu'il y avait pour les jeux et compagnie. Bref, c'était avec des robots comme ça, c'est bien fait, il y a un bon design système, j'ai envie de dire, général, l'interface elle est cohérente avec les couleurs, etc., c'est bien fait. Et vous allez voir que, alors évidemment on se concentrer sur le footer qui est aussi original ici, s'il y a des petits traits comme ça. Et donc j'allais dire, vous allez voir, le côté responsive est pas mal non plus du tout, regardez. Si on réduit comme ça va être très fluide. Hop, c'est assez agréable. Voilà. Si vous codez du front depuis un petit moment, vous savez que quand c'est bien responsive comme ça libère de l'endorphine dans le cerveau, c'est assez agréable directement. Donc c'est sympa en fait, et qu'est-ce qu'il a utilisé? On va parler du footer après, hein, mais pour le milieu, il a utilisé CSS Grid pour créer en fait une grille assez fluide comme ça. Donc pareil, ici vous pouvez juste cliquer sur Hop, Grid, et je vais mettre ça à côté. Et on voit en fait qu'il y a une grille avec 2 colonnes et 2, 3 rangées. Et ensuite, en fait, regardez le robot par exemple, il va changer, hop, là il prend une rangée de plus, une rangée de moins, celui-là il prend 2 colonnes, et puis ensuite ça continue, comme ça, voilà. C'est pas mal, c'est bien fait, franchement c'est bien fait, c'est assez efficace, donc bravo. Par contre, pour le footer qu'on a juste ici, on aurait pu passer sur une colonne, parce qu'après ça va peut-être être un peu trop petit, et voilà, il faut essayer de passer directement en colonne. Après, j'imagine qu'avec tous les traits, etc. qu'il avait fait, c'était pas si simple, mais ça se fait, hein. On peut redéclarer une grille, on peut redéclarer ou changer des valeurs assez rapidement juste pour faire une colonne comme ça. Voilà, c'est un petit peu mieux pour la suite. Donc ensuite ici, il a du contenu, rien à dire sur l'HTML, hein. C'était contenu, liste, etc. C'était bien fait. Ah oui, juste pour les petits traits ici, alors vu que c'est de la déco, il a utilisé des HR. Les HR en général, c'est pour séparer plutôt les éléments. Mais il a utilisé des spans HR ici. Il s'est un peu embêté. Peut-être juste des divs, ça aurait pu passer directement, je pense. Même des divs avec display inline ou ce genre de choses. Donc on va chercher ici Delta Gothic 1. Quand je vous dis que les polices d'écriture, à chaque fois ils ont des noms à coucher dehors. Padding ici avec un peu de VW, donc relatif, c'est pas mal aussi, ça permet de bien gérer tout ça. Donc vous voyez que là il a utilisé la propriété raccourci Grid Template et il lui a mis Fit Content pour les ranger 50%. Et il a créé 2 colonnes, une de 4 FR, une de 3 FR, comme ça. Voilà, donc c'est une grille assez avancée avec des valeurs assez avancées, c'est vrai. Mais il faut vraiment que vous commencer à vous intéresser aux grilles parce que c'est très efficace et voilà, c'est assez sympa. Après, ce qui peut faire peur, c'est alors toutes ces valeurs, c'est vrai, toutes ces fonctions qu'il existe, min-max, etc., max content, fit content, etc., fill et compagnie, et aussi toutes ces propriétés raccourcies parce qu'il en existe beaucoup. Il y a beaucoup de propriétés, donc il y a beaucoup aussi de propriétés raccourcies et c'est vrai que ça aussi, ça peut faire peur dès le départ. Voilà, donc c'est très bien pour ça. Et puis ensuite, je crois qu'il avait fait du responsive. Alors pour le coup, c'est vrai qu'il y avait pas mal de responsive.
Ah tiens, ça c'est quand même assez bizarre comme breakpoint à cet endroit près comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Et donc en fait, oui, il avait changé les éléments de case en fait au fur et à mesure de son responsive comme ça. Alors ça fait quand même pas mal de media query. Peut-être qu'on peut réduire un peu ça, peut-être si on nettoie un petit peu certaines propriétés ou si on utilise du relatif. Mais c'est vrai que c'est ça qui donne entre autres cet effet plutôt cool pour sa grille ici. Allez, bravo à Maxou. On passe à la suite ici. Donc on avait un footer avec une vague SVG comme ça. Donc j'aime bien l'orange directement. Par contre attention peut-être comment ça s'appelle, au contraste. Peut-être ici les éléments rouges on aurait pu les mettre en blanc par exemple, ce serait bien ressorti, ou quelque chose comme ça. Donc il y a plein de petites animations, notamment cette petite animation CSS qui est pas mal, une animation quand on est arrivé également qui était plutôt cool. Donc voyons voir un peu ce qu'il a fait niveau code juste là. Donc il a bien utilisé un SVG juste ici. Alors par contre il a mis tout en haut son SVG. Alors il a peut-être joué avec les ordres ensuite avec Flexbox, peut-être qu'il a fait ce genre de choses. Et donc le SVG prend une width de 100%, donc ça vient se réduire comme ça. Très bien, ensuite il a un footer juste ici avec les différentes choses. Voyons voir comment il a fait pour que son footer reste en bas. Très bien, très bien. Il a utilisé Flexbox sur le body et FlexGrow sur le container, comme ça, très bien. Donc Flex11 est une propriété raccourcie également, qui veut dire ici FlexGrow1 et FlexShrink1. Donc il n'y a pas besoin de dire FlexShrink1 vu que c'est la valeur de base, donc on aurait pu juste mettre FlexGrow1 par exemple. Ensuite c'est un festival de background, de dégradés linéaires et compagnie, donc on a juste ici pas mal de choses, de dégradés linéaires, de répétitions, d'éléments qui sont placés, il y a pas mal de petites animations également. Il a utilisé CSS Grid lui aussi, je le vois juste ici. Alors vous voyez que, par exemple là, c'est complètement différent au niveau des caractéristiques, de déclaration, j'ai envie de dire, que le CSS Grid précédent. Lui, il a vraiment utilisé toutes les propriétés une à une sans faire de propriétés raccourcies, c'est-à-dire Grid Template Columns, et là hop, il envoie toutes les colonnes, Grid Template Rows, et là il envoie toutes les rows. Et ensuite, il est venu également, nommer les différents éléments juste ici. Alors qu'en fait, on pourrait réduire area, rows et column en une seule propriété, par exemple. Mais moi, ça me va. Hein, déclarer comme ça, ça me va parce que ça peut aussi être plus facile à comprendre. Hein, et du code qui est facile à comprendre, c'est quand même très valorisé. Hein, et il faut bien comprendre le code et que si vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous ou si même vous allez revenir sur votre code, il faut aussi le comprendre facilement. Donc voilà, les propriétés raccourcies c'est bien, mais les comprendre c'est mieux. Donc là il les a nommés, également on peut nommer les aires de notre grille si on a envie de les réutiliser plus facilement. Voilà. Très bien, donc on avait également les animations de liens qui étaient assez respectées ici. Vous voyez que en général c'est le genre de choses qu'on peut oublier quand on fait des animations, active, visited, ce genre de choses. Clip pass polygon, où il a utilisé ça, le clip pass polygon. Ah oui, c'est ici, là. C'est pour les éléments qu'on a juste ici, qui ont des formes spéciales, c'est avec clip pass polygon, donc qu'il a utilisé ça. Voilà, bravo à Force, c'est un projet sympa, tu as bien mis le footer au fond, etc. Alors oui, je crois que j'avais vu en JavaScript quelque chose, donc New Timeline Light, c'est vraiment l'ancienne version de faire avec GreenSock. Maintenant, c'est juste gsap.timeline qu'on va utiliser, et voilà, on n'a plus besoin d'utiliser ce genre de choses. Donc c'est une animation de départ, j'imagine, DOM content loaded, avec animate on scroll. Pourquoi animate on scroll? Peut-être que quand on arrive à ce niveau-là. Oui, quand on arrive à ce niveau-là, à la limite. Et on a donc, actualisons pour voir un petit peu ce qui se passe. Actualisons. Hop. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a en bas là. Voilà. Bon, c'est des animations un peu spéciales, pourquoi pas. Mais du coup, voilà, c'était les animations qu'on avait juste ici. Allez, on termine. Alors avec un footer qui n'en est pas forcément, c'est Philippe Piatti qui a fait ça. C'est Philippe. Qui a fait ce genre de choses. Alors j'aime beaucoup ces petites animations de SVG, si je dis pas de bêtises, elles sont très jolies, mais du coup il n'y a pas de footer. Enfin certes c'est en bas, c'est bien, c'est en bas, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de choses à l'intérieur. Donc comment a-t-il fait? C'est assez intéressant. Allons voir ici. Donc hop. Donc vous voyez, le footer également, il faut que ça reste tout le temps en bas, par exemple avec Flexbox ou ce genre de choses. Donc là on a différents SVG, différents chemins qu'on a juste ici. Ok, et donc on peut animer en fait avec ceci, keyframes, on anime les paths, les chemins en anglais, on anime les différents chemins juste ici, ce qui fait qu'on peut changer leur chemin, donc leur forme, ce qui est en train de se passer juste ici, et ça peut donner des choses plutôt sympas. Donc plus 1 pour l'animation et moins 1 pour le footer qui n'est pas présent ici. Voilà. Très bien, bravo à tous, bravo, continuez à vous entraîner, c'est vraiment sur le Discord, c'est facile à faire, il suffit d'utiliser CodePen, il suffit de faire tout ça, et vraiment, je vois une amélioration sur les gens qui s'entraînent,
Puis en plus c'est fun, vous pouvez demander des retours, vous pouvez regarder ce que les autres ont fait. Du coup vous découvrez plein de propriétés, plein de façons de faire, plein de paradigmes différents. En voilà un joli mot, paradigme. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de faire ça. Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.